Salut les addicts! Pour fêter mes 1000 abonnés, je vous ai fait une fac. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans le côté plus perso. Je vous ai donc concocté un tag série. C'est une série de questions qui concernent les séries et surtout mes goûts en matière de séries. Quelle est la série qui me fait le plus rire, le plus peur, que j'ai le plus rewatché? Alors il existe plusieurs tags séries. Et j'ai pris celui de Désaxé, qui est un autre youtubeur série que je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Il fait des trucs assez marrants. Vraiment, je l'aime bien ce mec. Ah, en passant, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et ben allons-y. VO ou VF? VO, sans hésitation. C'est toujours mieux, je trouve, de regarder une série dans sa langue originale. Je vous avoue, il y a quelques exceptions. Notamment, il y a des vieilles séries dont je trouve que la VF est supérieure à la VO. C'est le cas de Amicalement Vôtre, de Clair de Lune, et même, je trouve, d'X-Files. Mais sinon, je suis plutôt VO. La série qui te fait le plus rigoler? Clairement, Happy Endings. Les gens qui ont vu Happy Endings disent que c'est l'héritière directe de Friends et How I Met Your Mother. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'elle est plus drôle que ces deux-là. C'est tellement rapide. Les gags fusent, les répliques fusent. J'ai compté, j'ai fait un compte, il y a 10 à 12 gags par minute. Parfois 2 fois plus que Friends. Je vous ai dit, ça va ultra vite, Happy Endings. Faut passer le pilote, qui je trouve est pas très réussi. Il est assez bancal. Mais alors, dès le deuxième épisode... Et les persos sont très attachants, et c'est une bonne satire du mode de vie new-yorkais bourgeois. Franchement, Happy Endings, c'est top. La série qui te fait le plus peur? Eh ben je dirais Black Mirror. Parce que Charlie Brooker, il a tenu son pari. Brooker, il avait dit, ma série Black Mirror, c'est le monde dans lequel on vit, ou plutôt dans lequel on va vivre dans 10 minutes si on ne fait pas attention. Il a raison, il a complètement vu comment on allait foutre la merde avec les nouvelles technologies. Plusieurs de ses prédictions sont devenues réalité. Avec des épisodes incroyables, une écriture survoltée, une mise en scène géniale. C'est rare les séries vraiment prophétiques. La série qui te fait le plus pleurer? Pas trop de suspense, Six Feet Under. Parce qu'une série qui te parle de la mort pour mieux de parler de la vie, t'es déjà assuré de sortir les mouchoirs. Alors comment tu vois les persos sont cabossés, comment leurs relations sont cabossées, comment le monde autour d'eux est cabossé. T'es avec eux quoi, et en plus ils sont tellement bien écrits, ils sont tellement bien joués. Et puis bon, le final, hein. Quiconque a vu le final de Six Feet Under sait de quoi je parle. C'est un des plus grands finales de tous les temps, et c'est une des plus grosses pleurades de tous les temps. Oui, je sais, pleurade ça n'existe pas, c'est le premier mot qui est venu à l'esprit, c'est pas grave. La série qui t'a le plus marqué? BoJack Horseman. Parce qu'en tant qu'ancien dépressif, je me suis beaucoup retrouvé dans les personnages de BoJack Horseman, qui sont tous des gros dépressifs en puissance. Le côté mal-être qu'on a tous dans notre existence, je n'ai pas vu de série qui l'a mieux représenté. Et pourtant, ça ne cesse jamais d'être drôle. C'est très drôle, BoJack Horseman. C'est des personnages complètement pétés, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur plein de trucs, sur la manière dont je mène ma vie, mes crises de dépression, mes crises de mélancolie. Et même si BoJack Horseman n'a jamais hésité à me faire voir ce qu'il y a de plus sombre dans le cœur humain, eh bien, c'est une série qui m'a vraiment fait du bien. La série qui t'a fait le plus réfléchir? Le Prisonnier. C'est une des plus grandes dystopies que j'ai vues de ma vie. Elle est pour moi à l'égal des grandes dystopies. Orwell, Huxley, même Samyatin, Nous Autres. Vous avez jamais lu Nous Autres, Samyatin? La première grande dystopie de 1921? Foncez, c'est absolument génial. On croit qu'on est dans une banale série d'espionnage. On se rend compte que ça devient de plus en plus symbolique, de plus en plus allégorique, jusqu'à son final complètement taré du cul. C'est une série qui m'a fait énormément réfléchir sur l'éducation, le formatage de la société, les relations avec les autres, l'individualisme. Et ça a été fait en 67. C'est une série unique. 50 ans après, c'est toujours aussi moderne. La série que j'aurais aimé réaliser, Mr. Robot, tout simplement. C'est une série qui est unique dans sa mise en scène, avec son décadrage perpétuel, ses très longs plans qui s'étirent, et du coup, j'aurais bien eu envie de la réaliser. Surtout qu'il y a certains tours de force, comme l'épisode en plan séquence, qui sont juste à t'exploser le cerveau. Le dessin animé de mon enfance. J'adorais Bip Bip et Coyote. C'est tout simple. T'as un coyote qui veut attraper un bip bip, il n'y arrive jamais, il n'arrête pas de s'en prendre plein la gueule, avec des moyens très élaborés. J'ai revu quelques épisodes il y a quelques mois, c'est toujours aussi fandard. La série que tu as honte d'aimer. Alors, je l'ai déjà dit dans la fac, mais ma réponse n'a pas changé. J'ai pas de plaisir coupable. J'assume tous mes coups de cœur. Une vieille série que tu adores. J'ai une grande tendresse pour I Love Lucy, la première grande sitcom américaine qui a été créée en 1951. Alors, ouais, 51, ça veut dire que les relations dans le couple, homme-femme, avec les enfants, on va dire que ça accuse son âge.
Mais alors, côté humour, c'est plus drôle que 90% des sitcoms qui ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a Lucille Ball. Et Lucille Ball, c'est une actrice incroyable. C'est un corps burlesque, Lucille Ball. Avec son corps, elle fait des trucs complètement spé. C'est un corps élastique qui bouge, qui danse, qui se heurte, qui est à mourir de rire. Et il y a plein de bonnes répliques. Rien que dans la première saison, elle arrive quand même à mettre un éléphant dans son appartement. La série que tu détestes. Il y en a pas mal, mais je vais citer Gossip Girl, pour son apothéose du vide narratif et des personnages, et pour son apologie des relations toxiques enrobées dans un bel emballage pop et coloré. Et on vient d'apprendre qu'un reboot est en production. 2020 est vraiment une année pourrie. La série que tu adores alors que tu n'aimes pas ce genre de série. Alors je suis pas trop série policière, mais j'aime beaucoup Homicide. Alors Homicide, c'est une série de 1990 qui est adaptée d'un best-seller de David Simon. Ah ouais, le même qu'a fait The Wire, pour vous dire le niveau. Ça dit bien le côté positif et le côté négatif de la vie de flic. Et les flics eux-mêmes sont pas toujours sympas. Hein. C'est vraiment une série qui est très juste. Et je crois que c'est même une des premières séries policières qui a osé mettre des enquêtes qui n'aboutissent pas. Ouais, parce que parfois, les policiers, ils n'y arrivent pas. Puis il y a certains épisodes qui sont mémorables. Freeman Adena, le bottle épisode de la saison 1, il est dément cet épisode. Il a même été parodié dans un épisode de Brooklyn Nine-Nine. Homicide, c'est très très bon. Sinon, dans son genre, il y a Boomtown, qui est une série un peu Rashomon. Vous savez, une enquête policière, mais avec 6 ou 7 points de vue différents. Ça, c'est très très bon. La prochaine série sur ta liste. Ça fait longtemps que j'ai envie de mater Outlander. Et je comprends toujours pas pourquoi je m'y suis pas mis. Parce que showrunner Ronald D. Moore, hein, le mec qui a fait Battlestar Galactica 2003 et qui était le showrunner de Roswell. Ouais, un sacré niveau. Et en plus, ça se passe dans les Highlands écossais. Ouais, faut vraiment que je m'y mette à Outlander. La série que tu ne veux plus jamais revoir. 24 heures chrono. Une fois que tu as vu toute la série, que tu connais tous les twists et tous les rebondissements, ça vaut plus trop la peine de s'y remettre. On peut la regarder qu'une seule fois. Mais quelle fois! La série que tu conseilles vivement. Toujours la Twilight Zone, la 4ème dimension. Ça date de 59, et 60 ans après, les histoires racontées par Rod Serling sont toujours aussi intenses, sont toujours aussi alarmantes, avec ces twists finaux complètement mouse. Et sur la nature humaine, on n'a pas vraiment fait mieux, hein, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Enfin, surtout les mauvais. La série que tu connais par cœur, Les Rois Maudits. La première version de 1972. Je vous avoue, j'adore cette série qui raconte 25 ans d'histoire de France. De l'exécution de Jacques de Molay, les Templiers en 1314, jusqu'au début de la guerre de 100 ans, vers 1340. C'est notre Game of Thrones à nous, en fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle des liens entre Les Rois Maudits et Game of Thrones, et que d'ailleurs George R.R. Martin a complètement assumé. Et je pourrais vous réciter les dialogues entiers, quoi. Rien n'est moins sûr qu'un royaume divisé. On y est même plus sûr de ses ennemis. Tout acte injuste, même commis pour une cause juste, porte en soi sa malédiction. Le dernier épisode que tu as vu. Là, je viens tout juste de voir le final de la saison 1 de Ozark sur Netflix. J'avais jamais vu Ozark et je trouve la série vraiment excellente. C'est le Breaking Bad de Netflix. L'enchaînement d'engrenages est absolument infernal. C'est très addictif, Ozark. Et là, je suis impatient de me jeter sur la saison 2. Ta série préférée? Ça dépend en fait. Il y a plusieurs séries qui se battent en duel dans mon cerveau, que ce soit un jour ou un autre, ça peut changer. Joker? Ton dessin animé préféré? Alors ça dépend si on inclut les animés ou pas. Si vous me dites les animés, je vais vous répondre Death Note. Malgré une deuxième partie un peu plus faible, ça reste mon animé préféré. Si on compte pas les animés, je vais rester sur BoJack Horseman. Parce que ouais, ça reste ce que j'ai vu de mieux dans le genre. Ton méchant préféré? C'est compliqué parce que mon méchant préféré, c'est en fait le personnage principal de sa série. Donc je vais dire Jim Profit de la série Profit. Petite série qui a été créée en 96, donc qui est venue trop tôt. Ouais. Et le public n'était pas prêt pour voir un tel personnage débouler à l'écran. On était 3 ans avant Les Sopranos, 10 ans avant Dexter, mais pour moi, Profit les défonce tous. Regardez juste le premier épisode, vous verrez à quel point ce type, c'est le mal incarné. 25 ans après, tu vois toujours son influence. 25 ans après, t'as toujours aussi peur. Mon personnage de série préféré. Comment ne pas aimer Claire Fisher? C'est une nana en qui je me projette tellement. Une artiste dans l'âme, qui se pose beaucoup, voire trop de questions sur sa propre vie, sur l'existence, qui tâtonne, qui essaye, qui se casse souvent la gueule, qui se relève. T'as envie de la suivre jusqu'au bout. Déjà que Six Feet Under est une série incroyable, alors Claire Fisher, c'est la cerise quoi, c'est la cerise sur le gâteau. Ta citation de série préférée? You betrayed everything that I've ever stood for. You let me down! Then why are you helping me? Do you think I care for you so little that betraying me would make a difference? Le pardon, l'amour, la confiance.
moi je suis vendu. Ton générique de série préférée? Il y en a trop! Bon, côté animé, Death Note, encore une fois, les deux génériques, même si je préfère le premier. Vu que les japonais sont les plus doués pour faire des génériques ultra stylés, ouais, je pourrais citer beaucoup de génériques d'animé, hein, Evangelion, One Punch Man, hein, même Sailor Moon. Alors si on reste dans l'Occident, je vous avoue que j'hésite beaucoup entre le générique du Prisonnier, parce que c'est un court-métrage de 2 minutes à lui tout seul, qui explique tout ce qui s'est passé avant le début de la série, en plus sur une musique complètement électrique. Et j'hésite avec True Blood, parce que bon, parvenir à dépeindre en 1 minute 15 toutes les obsessions de l'Amérique sur une balade ultra sensuelle, ouais, True Blood, c'est quand même du très très haut niveau de ce côté. Une série qui t'a déçu. Qu'est-ce que vous trouvez toutes et tous à VIP? Je comprends pas l'amour que vous avez pour VIP. J'ai regardé toute la première saison, j'ai pas rigolé une seule fois. Je trouve ça interminable, lourd, ultra mal écrit, prétentieux à mort. Ce qui me fait le plus chier, c'est que c'est une série d'Armando Iannucci. Et j'adore Armando Iannucci. VIP, en fait, c'est plus ou moins un faux remake de The Thick of It, une autre satire politique que Iannucci a créée en Grande-Bretagne. Sauf que dans The Thick of It, il y a un côté docu qui est beaucoup plus présent. Il y a surtout Malcolm Tucker. Il n'y a pas Malcolm Tucker dans VIP. Ouais, il y a beaucoup de bons personnages dans VIP, j'en suis sûr. Il n'y a pas Malcolm Tucker. Si t'as pas Malcolm Tucker, eh ben c'est pas du bon Armando Iannucci. Vous voulez savoir qui est Malcolm Tucker? Regardez quelques extraits sur YouTube, vous allez pouvoir vous en faire une idée. Use the carrot and stick approach, yeah. You take a carrot, you stick it up his fucking ass, followed by the stick, followed by an even bigger, rougher carrot. I'm as busy as a two-twatted hooker. And I will rub your nuts up and down her leg whilst whistling Bohemian fucking Rhapsody, right? L'acteur et l'actrice que tu trouves la plus charismatique. Côté acteur, je vais mettre Hugh Laurie. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Dr House, et même si c'est pas ma série préférée, l'acting de Hugh Laurie dans cette série est tout simplement dingue. Avec juste ses yeux, il peut te faire passer plusieurs émotions, voire même des émotions contradictoires. Et côté actrice, je dirais Catherine Winnick. Pourquoi? Je l'ai découverte justement dans un épisode de Dr House où elle avait écrasé la concurrence des guest stars, mais alors de loin. Et en fait, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est impériale dans l'émotion, dans l'acting, mais elle est aussi impériale dans les scènes d'action. Tout simplement parce que c'est une nana qui est ceinture noire 3e dan de taekwondo, qui est licence de garde du corps en plus d'être actrice. Et dans l'action, en Viking notamment, elle est juste mind-blowing. Voilà. Catherine Winnick, Hugh Laurie, je vous aime. La série la plus surcotée. Je vais encore me faire des ennemis, mais je maintiens que Umbrella Academy ne vaut absolument pas la hype dont elle est l'objet. On parle quand même d'une série qui se construit uniquement sur le plagiat d'œuvres existantes. Au bout d'une saison, je pouvais peut-être fermer les yeux. Au bout de deux, clairement, pas du tout. Ça me tue. La série la plus sous-cotée. Bon, là, je vais achever de détruire ma crédibilité en tant qu'expert en série. Mais ouais, Xena la guerrière. Mais complètement Xena. Je suis à fond dans Xena la guerrière. Les gens disent, oui, mais c'est une série nanarde. Et ouais, vous avez raison, c'est une série nanarde. Mais c'est aussi une super série au premier degré. C'est ça l'habileté de Xena la guerrière. C'est à la fois une super série d'heroic fantasy et sa propre parodie. Ton dernier éclat de rire. Eh bien, une série animée de 2020 que j'ai adorée qui s'appelle Close Enough. Si vous voulez savoir, j'en parlerai certainement dans mon top de l'année 2020. Close Enough, c'est Rick et Morty, mais en plus optimiste. Et en plus court, puisque les épisodes ne font que 11 minutes. Mais côté inventivité, c'est la même inventivité, c'est la même imagination débordante. Et mieux, je trouve que contrairement à Rick et Morty, qui se complaît un petit peu trop dans son nihilisme et dans sa noirceur, Close Enough a une bonne balance entre côté désenchanté et côté optimiste. Ça donne vraiment une vraie place aux relations familiales. Et c'est très très bien écrit. Là où je trouve que Rick et Morty se reposent un peu trop sur les aventures et délaissent finalement un peu le côté familial. Bon, mais après, j'adore Rick et Morty, hein, c'est vraiment une de mes séries animées préférées. C'est juste que j'ai plus de tendresse pour Close Enough. Et pour le coup, c'est ultra drôle aussi. La série annulée, et c'est dégueulasse. True-Calling. Ça, c'est un pur assassinat. Franchement, True-Calling, c'est la série qui était prête à ouvrir ses ailes et à dominer le game. Déjà, le pitch était incroyable, hein, l'histoire d'une nana qui peut remonter le temps de 24 heures pour empêcher une mort, un assassinat d'arriver. Puis tu te rends compte qu'elle n'y arrive pas tout le temps. Et puis tu te rends compte qu'il existe un mec qui, lui, est chargé de faire en sorte que le passé ne soit pas changé. Et puis tu te rends compte qu'il y a une conspiration qui commence à ouvrir ses ailes. Et puis tu te rends compte qu'il y a des personnes que tu soupçonnais pas l'existence, ou que tu croyais qu'ils étaient des gentils, mais qui en fait ne le sont pas. Et puis ça devenait une mythologie complètement folle, et pourtant complètement bien maîtrisée. Et au dernier moment, paf, annulé, paf, à la sauvage. C'est une de mes plus grosses crises de rage, True-Calling. Et enfin, la série qui mériterait d'être plus connue,
Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Coupling UK, ou en français Si Sexy, la 3e sitcom de Steven Moffat. Bah voilà, c'est fait. Voilà, une des sitcoms les plus virtuoses de tous les temps, avec une mise en scène qui déborde d'idées visuelles que vous verrez quasiment jamais ailleurs, même pas dans How I Met Your Mother. Dans Spaced, oui. Mais Spaced, elle est complètement à part. Et sur le sexe et le couple, parce que ça ne parle que de ça, hein, Si Sexy. Hein. Ça ne parle que de sexe et que de couple. Mais alors, c'est tellement drôle et c'est tellement what the fuck. Voilà, c'était donc ce tag série. Je remercie des accès de m'avoir donné ce tag. Si vous voulez vous faire vous-même le tag, faites-le en commentaire ou faites une vidéo. Hein. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et salut!